Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour un nouvel épisode de Chef d'entreprise, le rendez-vous dédié à l'entrepreneuriat du podcast Chef. Un épisode un peu spécial car il a été enregistré en public lors du salon Foodorama, le salon dédié justement à l'entrepreneuriat food, un rendez-vous où pendant 2 jours autour de tables rondes, de rencontres, celles et ceux qui veulent entreprendre, qui ont entrepris, mais aussi les acteurs qui accompagnent les porteurs de projets se sont réunis pour échanger, partager, pour s'inspirer. Ça se passait à Paris le week-end dernier et c'était organisé par Service Compris, l'accélérateur de food entrepreneurs. Et moi, j'ai eu le plaisir de réaliser lors de cet événement 2 interviews que je partage avec vous ici dès aujourd'hui. Premier rendez-vous donc avec le chef Yoni Saada. Bien heureux de retrouver Yoni que j'apprécie beaucoup et qui entreprend avec succès, sensibilité, avec une certaine forme de feeling et c'est certain d'énergie depuis près de 20 ans maintenant. Il a commencé par des restaurants, veines gastronomiques, osmose, miniature, puis il est allé chercher un autre air du côté de la street food notamment. Il a réfléchi le pan-bagna avec Bagnard, la pita avec Zaza, et ainsi, par divers chemins, il nous a emmenés dans le sillage d'une cuisine méditerranéenne. Alors comme cet épisode a été enregistré lors d'un événement, le format est un peu plus court que d'habitude. On part pour 45 minutes, je m'arrête donc de parler. Je vous laisse découvrir l'histoire et l'aventure entrepreneuriale de Yoni Saada. Moi, je suis fils et petit-fils de boucher de la plus vieille boucherie du Marais. Parisienne, exactement, en plein cœur du Marais, pas très loin d'ici. Donc c'est vrai que en étant fils et petit-fils de commerçants, je pense que c'est ce qui donne aussi un peu la fibre d'avoir envie d'être entrepreneur et d'être dans ce milieu de bouche, de plaisir, de qualité de produit, parce que c'était vraiment, on en parle beaucoup aujourd'hui, mais ça fait très longtemps que c'est comme ça en fait. Et donc j'ai grandi avec ça et j'ai grandi dans une boucherie et c'est comme ça, je pense que j'ai vraiment eu le goût des bonnes choses. Parfois, on se refait le film rétrospectivement, ouais. Et là, ce que tu décris, c'est un discours digéré, analysé. Tu le revois à ton âge aujourd'hui, mais est-ce qu'enfant, à ce moment-là, il y a déjà des choses qui te parlent? Là, tu parles du commerce tout de suite. On se parle d'un commerce. Donc, c'est des choses qui t'ont marqué dès l'enfance, ou c'est des choses qui sont venues complètement. Complètement. Oui, complètement, parce que j'ai vraiment cette vision de mon père ou de mon grand-père qui prenait du plaisir à donner du plaisir aux autres et à les accompagner dans leur dîner qui allait arriver ou dans leur déjeuner en leur disant voilà, moi je vous conseille ça, cuisinez-le comme ça, tout ça. Et c'est quelque chose, je pense, qui m'a plu parce que j'étais pas voué à faire de la cuisine à la base. Donc je suis tombé dedans vraiment par hasard et en fait à un moment on se dit est-ce que vraiment il y avait du hasard ou est-ce qu'au bout du compte ça faisait partie de ma fibre et de ma personnalité et que je suis pas tombé vraiment dedans par hasard peut-être. Comment elle va se faire, cette charnière, justement? Comment on passe de l'observation familiale avec des référents comme ça du quotidien à « je vais emprunter cette voie ». Alors moi, je voulais faire quelque chose de mes mains. Donc déjà, j'ai cherché ça. Mon père et mon grand-père étaient ébénistes, les deux, avant d'être bouchers. Et donc je suis allé voir à Ferrandi. À l'époque, au rez-de-chaussée, il y avait de l'ébénisterie. Et je suis allé là-bas et en fait une jeune fille m'a dit au 4e étage il y a à manger si t'as faim, et j'avais faim et je suis tombé nez à nez avec Benoît Nicolas qui est mon premier chef de cuisine et je sais pas, il s'est passé un truc assez magique. Attends, comment ça? C'est un gros fail cette histoire. T'es parti pour être ébéniste et t'es allé à l'étage dessus. Ouais, je suis monté au 4e étage pour manger des cookies et des gâteaux et je suis vraiment tombé nez à nez avec Benoît Nicolas qui est meilleur ouvrier de France maintenant et qui est resté un ami. On est tout le temps en contact, on mange ensemble. Alors notre délire c'est d'aller manger des falafels dans le Marais parce que comme je viens de là-bas ça lui plaît et donc comme quoi vraiment c'est du pur hasard et dans la vie on fait des rencontres. Attends, il faut que tu me racontes ce truc. Comment on passe de j'ai faim, je vais faire des cookies à je deviens chef, je monte un groupe, j'ai 6 restos. C'est rencontrer des bonnes personnes, je pense. Et c'est quelqu'un qui m'a tout de suite cerné, que j'ai
apprécié. Il m'a dit, tu devrais revenir, on devrait parler cuisine, tout ça et tout. T'as l'air d'être gourmand. Donc je suis revenu et puis je me suis inscrit, je sais pas trop comment, mais donc tu t'es retrouvé à faire Ferrandi. Et je me suis retrouvé à faire Ferrandi à une époque où c'était pas du tout à la mode d'être cuisinier. Ouais. C'est quand j'ai dit à ma mère qui rêvait que je sois médecin ou avocat, comme la plupart des mères de confession juive, c'est pas une blague. En fait, quand je lui ai dit je vais être cuisinier, à l'époque c'était pas du tout à la mode. Elle m'a dit mais pourquoi tu fais ça? Ouais. Donc je lui dis je sais pas, j'ai envie de faire ça, on va voir. Et moi j'avais jamais cuisiné de ma vie à part être un très bon goûteur. J'avais jamais épluché une carotte, donc les 6 premiers mois, s'il était là, il vous les raconte, c'est assez drôle, quoi. Est-ce qu'il y a, on s'est parlé de la boucherie, de cet univers, de l'artisanat, du goût, finalement, est-ce que il y avait une histoire de table en famille? Là, tu parles de ça, justement, de cette non-expérience que tu avais finalement de la cuisine. Est-ce que pour autant, la table chez vous, c'était quelque chose d'important? Et est-ce que cet ADN que tu défends aujourd'hui de la cuisine méditerranéenne, il était déjà présent à ce moment-là? La table, c'était plus qu'important. C'est un moment de partage, c'est un moment où on raconte les histoires, c'est un moment où on se retrouve en famille, c'est un moment où on oublie les problèmes, et c'est un moment où on fait découvrir ce qui s'est passé pendant 2 jours dans la cuisine. Nous, c'est des grandes tablées, c'est vraiment les souvenirs que j'ai, et je fais la même chose. C'est quelque chose qui me plaît, retrouver les amis, les copains, la famille, faire des grandes tables et partager. Et donc oui, ça c'est pour ça que je te dis, ça faisait partie de mon ADN en fait, la cuisine. Qu'est-ce qu'il y a sur ces tables? Qu'est-ce qu'il y a justement? Qu'est-ce qu'on mange chez? Énormément de mezzés. Alors moi, je suis d'un père tunisien et un peu sicilien et une mère marocaine algérienne et un grand-père qui a été accueilli par une famille d'Europe de l'Est parce qu'il est quand il arrive à Paris. Donc nos tables sont assez atypiques. On peut avoir un gefilte fish avec une chakchouka et des concombres. Ouais, c'est pas mal. Ouais, c'est pas mal, ouais. C'est pas mal. Et puis je pense que c'est de là aussi que me vient le goût du voyage, que me vient le goût du partage quand je voyage, parce que je trouve que il y a pas qu'une belle cuisine, même si on a la chance d'avoir une cuisine extraordinaire en France. Chaque cuisine est incroyable à partir du moment où elle est bien faite et avec le cœur. Qu'est-ce que tu découvres justement quand tu vas passer cette ligne, la franchir et devenir à ton tour, quand tu vas commencer à faire dans cette école Ferrandi? Tu dis que tu n'avais jamais épluché une carotte, pour autant tu as cet ADN un peu métissé du coup de toutes ces influences. Comment ça se passe les premiers temps quand tu découvres ce qui s'apparente à une réalité professionnelle? Est-ce que c'est un match tout de suite? Est-ce que tu te dis en fait c'est là, c'est ma place et maman rassure-toi, je suis au bon endroit, ou pas forcément? Alors au début, pas du tout. Au début, je me dis mais pourquoi j'ai fait ça? Qu'est-ce qui se passe? Je n'arrive absolument à rien. Et je suis quelqu'un depuis, je suis tout jeune, je suis très challenger, très compétiteur. Donc je me suis dit je peux pas baisser les bras, c'est pas possible. Faut que je fasse quelque chose, faut que j'y arrive. Et au bout de 4-5 mois, je commence à capter le truc, à comprendre ce geste, à comprendre ce rituel de faire attention avec ses 5 sens, de les développer. Et j'ai la chance d'être envoyé en stage pendant 6 mois chez William Ledeuil, au bouquiniste, qui lui avait déjà une cuisine métissée, c'est-à-dire que vraiment qui était l'un des pionniers entre l'Asie et la France, de cuisine qui matchent bizarrement très bien. Et j'ai tout de suite compris que en fait on pouvait vraiment développer sa personnalité à travers sa cuisine. Et là ça a commencé à tourner un peu différemment dans ma tête. Je me suis dit effectivement faut que j'apprenne les bases parce que c'est important d'avoir un socle, d'avoir le pilier de la cuisine, vraiment de comprendre pourquoi on fait les choses comme ça. Et derrière si j'ai vraiment tout ça, je pourrais développer ma propre cuisine et m'exprimer à travers une assiette, à travers une table, à travers une histoire, un restaurant, on verra ce qu'on fera. Donc là, tu commences à voir que potentiellement, il peut y avoir une perspective pour toi dans ce modèle-là, en termes d'expression. Ouais. Est-ce que pour autant, tu te projettes souvent à cet âge-là? Là, pour le coup, il est un petit peu avancé. T'es plus un enfant à ce moment-là. Néanmoins, on se demande ce qu'on va faire de soi plus tard. Comment on va exprimer ces choses-là? Est-ce que toi, tu te dis, je vais ouvrir mon resto? Est-ce que tu veux travailler en cuisine? Qu'est-ce que tu te dis à ce moment-là de ton apprentissage? Disons que déjà, moi, je commence très tard la cuisine. J'ai 19 ans quand je commence. À l'époque, c'était une voie de garage. On commençait à 13-14 ans parce que on n'était pas bon à l'école. On allait faire de la cuisine, on allait faire plombier, garagiste.
D'ailleurs, j'ai jamais vraiment compris cette vision un peu du sous-métier, alors qu'il n'y a pas de sous-métier selon moi. À partir du moment où on le fait avec passion et qu'on le fait bien, c'est des métiers qui sont tous magnifiques. Et donc je commence tard, donc c'est vrai que le fait d'avoir appris peut-être différemment à l'école, à ingurgiter de la donnée, tout va très très vite en fait. C'est-à-dire qu'en une année, j'ai accompli le travail que un jeune de 14 ans a mis 3-4 ans à faire. Donc et je comprends qu'il faut que j'aille absorber beaucoup de données. Donc je me mets à aller bosser à droite à gauche. Je rentre à l'école supérieure de cuisine française, toujours à Ferrandi. Et là, tout s'accélère très vite. Et à l'époque, à Ferrandi, on simulait une ouverture de restaurant. Voilà. Donc on rend un dossier avec une ouverture. Comment on ouvre un restaurant? En fait, c'est un peu tout ce qui se passe ici, mais dans un mémoire. Ouais. Voilà. Donc le premier restaurant, il était là sur le papier, quoi. Maintenant, il fallait juste réfléchir à comment on allait le faire. Ça va être quoi les steps d'après? Parce que entre la sortie de l'école et l'ouverture d'un premier restaurant, en général, il y a quand même 2-3 histoires. On continue d'apprendre, on se met dans la main de maître ou dans les pas de certains mentors. En l'occurrence, tu parlais de William Ledeuil. Il va y avoir d'autres maisons pour toi sur ta route et des maisons prestigieuses aussi. Je comprends aussi que si on veut faire de la bonne cuisine, qu'elle soit dans la haute gastronomie, dans le bistrot, quelle que soit la catégorie de restauration qu'on prend, il faut quand même comprendre aussi ce que c'est que l'exigence. J'étais un peu tête brûlée, moi, quand j'étais jeune, donc il fallait quand même des gens qui me cadrent. Donc je suis allé chez Frédéric Canton en premier, qui m'a vraiment bien cadré. Puis à l'époque, c'était l'époque de la cuisine où c'était assez virulent dans les cuisines. Tu veux dire que le management était pas une grande souplesse? C'était différent que maintenant, ouais. Okay. Mais en même temps, c'était peut-être pas aussi les mêmes personnes, les mêmes modèles aussi qui étaient dans les cuisines. Fallait être quand même assez fou pour rentrer dans ce métier-là il y a plus de 20 ans. Parce que on faisait énormément d'horaires, parce que il y avait moins de facilité, il y avait moins de machinerie qui faisait que c'était peut-être un peu plus facile aujourd'hui. À 20 ans d'écart, on se parle quand même d'un autre monde. À tout niveau, finalement, c'est intéressant de se dire ça quand même, parce que là, on se parle du management, on se parle aussi des équipements, on se parle des conditions de travail. En 20 ans, c'est plus la même chose. Ah, ça n'a rien à voir. Et moi, je suis très content dans mes restaurants de savoir que y a des pointeuses, que quand on fait 35 heures, on fait 35 heures, 39, 39, 42, 42. Ouais. Qu'on n'a plus besoin de porter des gamelles de 100 kilos d'eau parce qu'il faut cuire en grosse quantité des fonds, ce genre de choses. Je trouve ça bien, au contraire, de faire avancer le métier dans ce sens-là, parce que c'est un métier de plaisir et c'est vrai que c'est un métier qui peut très vite être usant. Après, quand on devient entrepreneur, on retourne il y a 20 ans malgré tout, quoi, parce qu'il faut bosser et tu retrouves du volume d'un autre. Par une autre, donc ça, c'est important de le savoir. Qu'est-ce que tu as retenu de ce, parce que là on se parle du Pré-Catelan en l'occurrence. Il n'y a pas eu que cette maison, il y en a eu d'autres également, je crois. Ouais, je suis allé, j'ai beaucoup bourlingué. Je suis allé chez Aleno à l'époque où il venait d'ouvrir le Meurice. Donc tu t'es frotté quand même à des ouverture d'un 3 étoiles, c'est tout un truc, parce que arriver dans un 3 étoiles qui roule déjà, faut prendre sa place, tout ça, mais ouvrir un 3 étoiles, c'est autre chose. C'est autre chose. Et puis on était une armée, on était 70 cuisiniers, je crois, en tout. Donc c'était fou, quoi. Et puis c'est marrant parce que on est tous restés copains, en fait. Puis toute cette jeune garde, on n'est plus vraiment une jeune garde, mais on a tous plus ou moins la quarantaine. En fait, on a fait nos armes ensemble, on se connaît. Est-ce que ça sert, ces expériences-là qui sont difficiles dans des vaisseaux qui sont à ce point imposants, après, plus tard, quand on entreprend? Est-ce que justement, quand on transpose les choses, on se sert de ce qu'on a vécu dans ces endroits-là particuliers pour entreprendre? Moi, oui. Moi, beaucoup, parce que moi, j'ai besoin, c'est en moi, j'ai besoin de faire plein de choses différentes. Sinon, je m'ennuie. Et en quoi ces expériences-là, par exemple, elles t'ont aidé par la suite quand t'as eu, toi, à gérer les affaires que tu as montées? Parce que déjà mon premier restaurant, c'était un restaurant gastronomique, donc il fallait que je comprenne comment ça marche. J'ai été dans des brasseries de luxe parce que là j'ai des modèles qui sont un peu plus brasserie, donc j'avais besoin de vivre un peu
dans sa totalité le métier. Je trouvais ça important en fait d'apprendre. Et puis moi, je suis quelqu'un qui aime apprendre et je pense que c'est un métier où on ne fait qu'apprendre. Moi, j'apprends tous les jours. Même d'un commis de cuisine, j'apprends. Même de tout le monde, j'apprends en fait. Et je pense que c'est ça aussi qui fait la beauté du métier. C'est un métier où on a besoin d'humain et l'humain, en fait, il transpose les choses, il donne énormément. Enfin, nous, en tout cas, dans mes équipes, on pense que comme ça. On pense que l'union fait la force et que à nous tous, il y a quand même un chef d'orchestre qui doit mener la danse, mais tout le monde danse, donc tout le monde doit avoir une espèce d'élégance et l'envie de bien faire. Donc ça, c'est un spectre qui t'a permis de constituer peut-être une petite boîte à outils au fil des années. Comment s'est opérée la charnière entre j'apprends, j'observe, puis, in fine, j'ouvre ma première adresse? À un moment, je pense qu'on ressent au fond de soi qu'on a besoin de s'exprimer à travers soi vraiment, et ne pas avoir toujours une petite directive qui nous dit non, il vaut mieux que ce soit comme ça, comme ça. Mais quand est-ce qu'on sait? Comment tu sais ça? Je sais pas, je l'ai senti. Donc j'ai ouvert mon premier resto. Donc j'ai fait plein d'erreurs, comme tout le monde. Le premier resto, c'est toujours dur à ouvrir parce que on n'est pas spécialement tout le temps bien accompagné. Alors aujourd'hui, maintenant, quand on cherche quelque chose, on va sur Internet, on vient à Foodorama. Donc avant, il y avait pas ça. Donc on fait, mais de toutes les manières, qui est Foodorama, qui est ce qu'on veut, on fait quand même des erreurs. Et moi, je crois en la force de l'échec. Je pense que c'est l'échec qui fait avancer. Alors, là, t'ouvres une porte, forcément. On se parle de la première expérience. Quelles sont les erreurs que tu as retenues et où tu t'es dit, bon, ça, clairement, je le ferai pas 2 fois? Alors, on se parle de quelle année déjà? Et est-ce que on peut reciter ce... Bien sûr. On se parle de 2008, pardon. Ouverture dans le 16e arrondissement, avenue de Versailles. Donc un emplacement un petit peu bâtard où il se passe pas grand-chose, même encore aujourd'hui. Donc je pense que déjà l'emplacement c'est vraiment important en fait, parce que malgré tout on a tous besoin d'un flux naturel. Faire venir les gens, ok, c'est un travail à faire, mais le flux naturel, il est quand même très important. Il y a plusieurs écoles encore aujourd'hui. Moi, j'en parle avec des entrepreneurs ou des entrepreneuses parfois qui me disent, aujourd'hui, l'emplacement, on n'a plus besoin de sacraliser le coin de la rue, par exemple, parce que chaque client a son à son Google Maps et se dit, si j'ai envie d'aller chez Yoni, en fait, je regarde et s'il est à 100 mètres par là ou 100 mètres par là, de toute façon, je vais y aller. Ouais. Toi, tu dis que si, quand même, il faut avoir s'il y a 1000 personnes qui passent devant, ils ont peut-être envie d'aller chez Yoni. S'il y en a 0, ils ont pas envie, quoi. Donc, de toutes les manières, à un moment, le flux naturel d'un endroit, c'est quand même très important, en fait. Donc, c'est quand même une règle très importante. Après, oui, il faut aussi adapter son emplacement par rapport à ce qu'on va vendre. Donc, il y a des quartiers, on peut pas faire un restaurant gastro, et il y a des quartiers, on peut pas faire un bistrot de quartier. Voilà, parce que c'est pas voué à ça. Donc, puis il y a des quartiers où il y a énormément de concurrence. Donc, tout d'un coup, il y a la fluctuation de la clientèle qui devient très importante. Moi, le premier bannière qu'on a monté, on était 2 restaurants dans la rue. Je pense qu'on est 60 aujourd'hui. Ouais. Donc, déjà, c'est un autre travail maintenant. Donc on a réussi à fidéliser, on a réussi à dire ouais, là on vient de fêter nos 10 ans. Donc il y a des vrais habitués, mais malgré tout, il y a une fluctuation de la clientèle qu'on connaissait pas avant. Ils descendaient et il y avait 2-3 restos. On va y venir, on va en parler de manière, mais avant tu as eu cette fibre et cette envie de creuser un sillon plus gastro. Justement, et ces restaurants, parce qu'il y a eu Miniature aussi. Ouais, tout à fait. Avant que Bagnères ne commence. Ouais, exactement. Comment t'as switché? Comment t'es passé justement de ce premier élan qui correspond un peu aussi aux maisons que t'as construites, que tu as observé, dans lesquelles tu as appris, voilà, cette fibre gastronomique? Comment à un moment tu t'es dit, on va un petit peu délaisser ce champ de la cuisine? C'est toujours pareil, c'est une petite histoire un peu de hasard. Je voulais être ébéniste et j'ai croisé quelqu'un qui faisait du pain pita et... Non, en fait, je voulais un endroit où on puisse se retrouver avec les copains chefs l'après-midi. Et parce qu'on allait tout le temps boire des coups à droite à gauche, et je voulais un endroit de vie comme ça
où on pouvait un peu s'amuser. Je me disais que les week-ends, les trucs, on pourrait se retrouver un peu tous ensemble. Donc le premier bagnard, il fait 35 mètres carrés. Hein. C'est en tout avec la cuisine tout compris. C'est une petite échoppe quoi. Et j'osais pas trop faire de la street food au début. C'est Thierry Marx qui m'a dit pourquoi un chef qui fait de la gastronomie française, même si de la gastronomie ne ferait pas de street food parce que quand on veut une étoile, on est toujours là à écouter oui non c'est bien non c'est pas bien. Donc non en fait il faut s'écouter, faire ce qu'on a envie de faire. Donc toi, tu as eu ces premières années d'entrepreneuriat en ouvrant des restaurants, entre guillemets, d'une fibre classique, avec une volonté gastronomique. Complètement. Et donc, il y a eu ce pivot à un moment de se dire, moi j'ai envie de peut-être plus de simplicité ou de convivialité. Ouais. Tu parles d'un rendez-vous entre de copains. Ouais. Et un rendez-vous très nature, quoi. Et où je ramenais cet esprit un peu de table chaude qu'on retrouve dans toute la Méditerranée. Où ça parle fort, où on mange avec les doigts, où la musique est forte, où il y a cette espèce de petit brouhaha, de petite échoppe que j'aime beaucoup. On va retrouver en Italie, en Tunisie, au Liban, en Turquie, enfin un peu partout. Et je voulais ce petit truc. Et j'avais envie de manger un pain bagna, mais il y en avait pas à Paris, donc j'ai dit on va faire un truc avec des pains bagna. Qu'est-ce qui a précédé dans l'histoire? Est-ce que c'est l'envie de créer une ambiance, une atmosphère, un rendez-vous, ou est-ce que c'est ce pain bagna dont on parle qui est justement un peu l'emblème de Bagnard en fait? C'est un peu tout. C'est un petit peu tout et je trouvais qu'en fait tout allait bien ensemble dans l'histoire. Et c'est peut-être ça aussi le succès de la marque, c'est que ça va bien ensemble quoi. Donc je pense que c'est ça. Et puis moi je m'attendais pas à ce que ce soit la Madeleine de Proust d'autant de personnes. Moi ça me rappelait mes étés en Méditerranée où on mangeait le pain bagna et en fait dès qu'on a ouvert tout de suite c'est incroyable. Mais attendez, mais moi j'ai passé mon enfance à Saint-Maxime, moi j'ai passé mon enfance là-bas et puis moi je mangeais des pains bagna chez Michel et moi je fais des trucs et donc tout de suite, c'était le début des réseaux sociaux. Je trouvais qu'il y avait un truc qui allait plus dans le gastro. Les gens, ils venaient pour prendre des photos, ils venaient plus pour passer seulement un bon moment. Ce que tu nous racontes, c'est quand même une histoire de spontanéité, vraiment, dans tout. On s'est parlé des premiers restaurants gastronomiques, de ce début de l'aventure en street food. Bagnard, après, ça va évoluer, on va raconter les steps d'après. Il y a beaucoup de spontanéité, tu dis... je te demandais si tu faisais des erreurs, tu parlais l'emplacement, tout ça, on sent que ça part quand même surtout d'une envie et que t'as pas non plus réfléchi de dingue. Je sais pas si les gens de service compris seraient hyper d'accord avec ça, mais je sais pas si t'as fait beaucoup d'études de marché, si t'as réfléchi aux endroits ou pas, on sent que c'est vraiment venu comme ça. J'ai eu un coup de cœur en fait sur le premier endroit. Je sais pas, pourtant c'était une friperie. C'était une vieille dame qui tenait une friperie, donc c'était assez improbable. Mais je sais pas, je suis rentré dedans et il s'est passé un truc. Mais même vis-à-vis des concepts, on a l'impression que ça vient et que tu te dis bon, allez, feu quoi. Puis je l'ai vu comme ça, je voyais le comptoir au milieu tout de suite, je voyais les gens parler facilement au comptoir. Enfin. Je le voyais quoi, je me sentais en Méditerranée, un petit bout de Méditerranée à Paris, c'est ce que je voulais en fait à ce moment-là. T'as senti qu'il y avait comme une évidence, c'était une évidence pour moi. Prolongement de l'idée, hop, c'est là, ça va arriver. Ouais. On se parle de quelle année? Parce que comme tu parles des réseaux sociaux, il va falloir forcément qu'on parle un peu il y a 10 ans, donc il y a 10 ans, c'est 2015, 14 même. 2014. Donc là, on fait suite à un petit événement dans ta vie quand même qui t'a exposé beaucoup, non? Ouais, complètement. Complètement. Moi, j'ai fait Top Chef et puis c'est pas ça, c'est que en plus, je sais pas comment ça arrive aux oreilles de Goemio. Marc Esquer et Comme de Chérisé me donnent rendez-vous, donc je me dis qu'est-ce qui se passe, un problème et tout, et ils me disent à ce qui paraît tu vas monter une échoppe, nous ça nous plaît bien ces histoires, si tu veux on lance la dotation Jeune Talent Goemio. Je fais bon et tout, ça c'est cool cette histoire, et bon j'ai eu la dotation et j'ai été énormément aidé pour ouvrir cet endroit. Donc là on se parle d'une époque où en un an et demi tu fais Top Chef. Moi mon gastro à cette époque-là ça commence à aller un peu mal quoi. C'est je commence à avoir des coups durs, je me dis il se passe des choses en termes de quoi? En termes de fréquentation et surtout de dépenses en fait, les gens dépensaient beaucoup moins.
vraiment parce que on a tous envie de partir en week-end maintenant, c'est quand même un peu plus facile. Donc il y a quand même nous restaurateurs, je dis toujours, on est un peu le miroir de la société. On doit le ressentir, on doit vivre avec notre époque, donc faut aussi s'adapter à notre époque. On peut maintenant aujourd'hui très bien manger dans un restaurant qui va nous mettre une claque pour 50-60 euros. À l'époque, c'était pas le cas. C'est soit on payait 100-120 euros, ou soit on allait dans vraiment le petit bistrot de quartier, mais on se prenait pas une claque culinaire. Maintenant, là, je suis passé dans tout le quartier, il y a quand même des petites pépites un peu partout, quoi. Donc, faut vivre avec son époque aussi. Et moi, j'étais vraiment en format ultra gastro, quoi. Donc, il était temps de pivoter aussi, et c'est pour ça que la street food était pas mal. Et donc, en 1 an et demi, t'as quand même un éclairage qui va arriver sur toi, parce que je me suis pris, ça m'a renvoyé en arrière. On se parle de la saison 4 de Top Chef. Ouais. Top Chef qui est là depuis 50 ans. Et voilà, c'était la saison 4 et tu faisais partie des 4 finalistes à l'époque. C'était c'était la saison où Florent Laden était là aussi. Grand copain Florent. Ouais, grand copain Florent, super entrepreneur aussi, qui a une vraie vision. Et moi, tu vois, c'est ça qui me plaît. C'est d'ailleurs tous mes copains, ils sont comme ça. On a chacun notre vision, on a chacun une personnalité, on triche pas. Et je pense que ce qui marche dans notre métier, c'est ceux qui trichent pas. Ceux qui trichent, qui veulent faire parce qu'il faut être à la mode, tout ça, ils restent pas sur le terrain longtemps. Ce que tu es en train de dire, c'est que l'éclairage médiatique, quel qu'il soit, finalement, il n'est pas une garantie de succès ou de pérennité. Je suis sûr que je te sors des noms, tu me dis qui c'est. Pourtant, ils ont fait Top Chef, ils ont fait trucs. Donc derrière, c'est du travail et surtout, je te dis, c'est de la sincérité. Et moi, j'aime les gens sincères dans ce qu'ils font. J'aime les gens sincères quand ils cuisinent, mais aussi quand ils accueillent leurs clients. Et moi, tu vois, par exemple, je fais moi-même mon recrutement. Parce que pourtant j'ai une RH qui s'occupe de tous les papiers, parce qu'il y a Dieu sait qu'il y en a, mais je le fais moi-même parce que je considère que on est un groupe et je dois donner un élan en fait. Et cet élan-là, il y a pas des bonnes et des mauvaises personnes, mais il y a des personnes qui vont bien ensemble et qui racontent des belles histoires ensemble, d'autres moins. Donc je préfère les choisir moi-même. Et moi, je suis très très fier de mes équipes. Je suis très proche de mes équipes, je les considère un peu comme ma deuxième famille, quoi. Est-ce que tu as conscience au moment où tu es exposé et où on peut le dire, c'est pas une formule galvaudée, où toute la France te découvre, parce que c'est quand même une exposition énorme, tu as déjà conscience et tu te dis déjà, il va pas falloir que je lâche ce genre de choses, il va pas falloir que je lâche le terrain, il va pas falloir, parce que souvent quand on est exposé comme ça, il y a derrière beaucoup de choses qui nous sont ouvertes, beaucoup de portes qui nous sont promise, et on peut s'éloigner de ce que tu décris là, qui est la volonté de rester proche de son métier et de ses équipes en l'occurrence. Déjà, il y a un moment quand même où nous, on n'était vraiment pas préparés, quoi. Je pense que les 6 premières saisons, on avait beau se parler tous ensemble, on comprenait pas trop ce qui nous arrivait, tu vois, parce que on faisait un métier un peu de l'ombre, on se retrouve complètement dans la lumière. Donc je peux te jurer que le premier matin où je suis allé chercher un croissant à la boulangerie et que tout le monde parlait derrière mon dos et chuchotait, j'ai pas trop compris ce qui se passait dans ma vie. J'ai dit attends, il y a un délire là. C'est le mec, le truc et tout. Et tu sais pas trop comment le prendre. Il faut que tu restes très terre à terre donc heureusement, je pense que contrairement à ceux qui ont fait des love stories ou des trucs, nous on était quand même raccrochés à notre métier, et donc je pense que c'est aussi ce qui a fait que on est plutôt resté assez stable, quoi. Mais on a tous eu un moment, on a un peu vrillé dans notre tête quand même, tu vois, parce que on n'était pas on s'attendait pas à ça, on s'attendait pas à ça. Après on y a tous été à cette époque-là parce que on avait besoin d'un coup de boost dans notre carrière et que véritable, pour le coup, il y a pas de déception là-dessus, c'est un truc qui est considérable. Et puis de toute façon, tu peux pas tricher quand tu fais Top Chef, hein. Moi j'ai perdu 12 kilos pendant Top Chef. Tu vois, pour que t'imagines un peu l'intensité pendant 3 mois, tu vois pas ta famille, t'es là, t'es un peu malmené, mais en même temps t'as envie de te dépasser, et à chaque fois tu dis mais je savais pas que je pouvais aller aussi loin. Et je pense que c'est hyper formateur. Et moi, si j'ai un conseil à donner à tout le monde, et un conseil que je donne à toutes mes équipes, c'est ne jamais croire qu'on a atteint le point de nos retours. C'est-à-dire, on peut toujours se dépasser plus. On croit que on a des limites, mais en fait, il n'y a pas de limite. La limite, c'est celle qu'on se crée. Et si on dit qu'on va aller plus loin, on peut aller plus loin.
Là, on est donc à un moment qui est charnière de ton histoire où tu vas avoir entamé cette carrière et cette, tu vas creuser ce sillon gastronomique, tu vas te rendre compte que justement t'as un plateau et que peut-être que les gens ont envie d'autre chose. Il va y avoir ce Top Chef qui va te propulser en termes d'exposition et toi tu vas te dire même il est peut-être temps de raconter une autre histoire. Et donc c'est là qu'on recolle les wagons avec le début de cette aventure autour du Pan Mania. Et puis miniature aussi, parce que je me dis, attends, il faut que je change ma vision de la gastronomie. Donc, je me retrouve à être l'un des premiers, avec Florent, avec toute cette clique-là, à dire, c'est fini les menus à 150 €, c'est fini les bons pinards à 200 €, on va aller se dépatouiller, on va trouver un moyen de démocratiser la haute gastronomie, en fait. Et ça se traduit par quoi, précisément? Tu vas nous raconter une histoire qu'on voit beaucoup désormais, j'imagine? Ouais, ça se traduit par le premier menu, 2 entrées, un plat, un dessert à 39 ou à 42 €, tu vois. Une super bouteille de vin à même pas 40 balles. Donc tout de suite, en fait, les gens ils se sont dit mais attends, mais c'est génial, on peut bien manger dans des belles assiettes, dans des beaux trucs et tout. On s'est moqué de nous pendant des années, en fait, c'était possible. Mais en fait, on s'est pas moqué d'eux. On avait juste besoin. On a retiré énormément de gestes dans chaque assiette. Chaque assiette valait 10 fois moins cher que celle qu'on avait avant. Donc là, ça veut dire que consciemment, tu t'es posé un moment et tu t'es dit ok, quel est le coût de ce menu et qu'est-ce qu'on réduit? Ouais. J'enlève les sbroufs total. Tu parles des sbroufs quand même. Ouais, j'enlève les sbroufs. Pour moi, à ce moment-là, ouais. Moi, j'adore aller dans les grands restaurants, les 3 étoiles et tout. Ça me fascine. Je trouve que c'est beau, c'est majestueux, c'est magique. Maintenant, je pense que quand on a, comme à l'époque, j'avais 35 ans, on se dit ouais, il faut que je mette un coup de propre. Je peux pas être avenue de Versailles et vendre des menus à 150 €. Ça va pas dans l'univers dans lequel je suis. Si je veux ça, il faut que j'aille ailleurs, il faut que j'aille là où il y a les gastros en général, dans le 7e, en bas des champs, ce genre de choses. T'as mis combien de temps à te dire entre l'ouverture de ce restaurant et cette petite charnière-là, combien d'années? 7 ans. 7 ans. Ouais. Donc pendant 7 ans, tu tiens sur un modèle quand même que tu vas un petit peu remettre en cause, même clairement. J'ai eu des très très belles années pendant 7 ans, vraiment super. Mais ça doit être vertigineux quand même de se dire à un moment, ok, c'est mon bébé, c'est mon modèle et je vais devoir le faire pivoter et changer de proposition. On pense à tous les gens qui sont venus, qui reviennent et qui vont te dire du jour au lendemain, mais c'est quoi ce... En tant qu'entrepreneur, ça doit être un drôle de moment. Surtout qu'il fallait le faire avec peu de moyens, donc on a levé les manches et puis on a dit on y va, on va changer un peu le modèle quoi. Et donc on a fait des petits travaux, c'est juste ce qu'il fallait. Et puis on a appris à être plus pertinent dans ce qu'on faisait en cuisine. C'est-à-dire vraiment, c'était aller à l'essentiel et ne pas avoir peur de travailler un macro, travailler du carrelé plutôt que du turbo. Tu vois, c'est changer de modèle, c'est aussi ça. Parce que tu peux pas vendre du turbo à 39 € le menu. Donc c'est toujours pareil. C'est qu'est-ce que je vends et à quel prix je le vends. Et faut être dans son bon prix, quoi. Aujourd'hui, ce que tu racontes là, ça paraît quasiment courant, admis, acquis. Effectivement, on va travailler des produits, on va réduire des coûts en sélectionnant des produits et une matière première différente. À l'époque, c'est pas aussi évident pour le coup. Est-ce que c'est une forme est-ce qu'il y a un petit vertige de l'entrepreneur de se dire, attends, est-ce qu'on va vraiment se lancer là-dedans? Est-ce qu'on va vraiment proposer ça? Est-ce que ça va marcher? Est-ce que tu te souviens, toi, justement, de cette appréhension que tu avais à l'idée de proposer autre chose? Ou est-ce que tu étais sûr et tu disais, bon, écoute, on verra bien? Non, j'étais pas sûr et franchement, j'avais un peu peur parce que je me disais, faut pas que je me plante. En plus de ça, j'étais vraiment mis complètement dans la lumière, donc il fallait pas se planter parce que c'était pas, je suis dans l'ombre, je change tout et on verra ce qui se passe. C'était là, je suis dans la lumière. C'est le moment où je suis en plein dans la vague et faut pas que je tombe quoi. Faut que je la traverse la vague et il faut que je tienne le bon bout et que ce soit vraiment bien réfléchi ce que je fais. Et donc on s'est posé, on a vraiment bien réfléchi à comment on allait amener cette chose là, tu vois, vraiment. Et ça a pris tout de suite en fait parce que ça a plu et on a refidélisé une clientèle, tout ça et puis, du coup je suis resté 6 ans de plus, je suis quand même resté 11 ans dans le 16e. Tu vois, moi j'ai toujours gardé longtemps mes restaurants. Je trouve que c'est important c'est quelque chose qui me plaît de garder longtemps. J'aime pas garder juste 2-3 ans en restaurant. Après, faut pouvoir le faire aussi, parce que tu sais parfois on peut pas. Oui. Non, mais après, oui, mais si
à chaque moment où tu as une petite galère, tu dis ouais, mais on peut pas. Ben non, je pense qu'il faut aussi se donner les moyens. Moi encore aujourd'hui, on en a tous les jours des galères, tu vois. Et on en apprend tous les jours. On essaie d'être tout le temps bien entouré, mais tout le monde a des galères. Après, il faut juste dire voilà comment je vais trouver la solution. Il y a toujours une solution à une galère de toute façon. Bon, donc tu pivotes sur ce restaurant-là. Ouais. L'aventure Bagnères démarre. Ouais. Tu te dis la street food finalement, ça répond aussi à une de mes envies et visiblement aussi à des envies du public. Ah, complètement. Parce qu'on peut se parler d'un succès. Je pense qu'on peut le dire là. Ouais. Comment ça va se déployer par la suite? Est-ce que quand tu ouvres ton premier Bagnères avec cette envie de te dire je vais venir avec mes copains, on va manger des pains Bagnères, ça va être cool. Et en fait, on n'est pas les seuls à avoir cette envie. Est-ce que tu te dis bah tiens, le deuxième va arriver très vite et vers où on va après? Enfin, comment tu te projettes? Je crois que c'est 2 ans après, il y a Nicolas Châtaignier qui avait à l'époque Table Ronde qui m'appelle et qui me dit ouais, je cherche à vendre le resto. Lui, pour le coup, il était vraiment trop avant-gardiste dans son concept, tu vois, de recevoir des chefs. Je trouvais que c'était très anglo-saxon. Moi, j'ai énormément, j'ai fait plein de belles soirées là-bas où j'ai cuisiné. C'était extraordinaire, mais c'était vraiment très avant-gardiste. Et on a passé de tellement belles soirées que je me suis dit putain mais il peut pas vendre ce resto à un con quoi. Parce qu'imagine, enfin on a vécu des trop belles choses là-bas, donc on parle un peu tous ensemble. Moi je dis ouais, moi je suis quand même chaud pour le reprendre. Et je me suis dit bon on va peut-être faire le bistrot Bagnard quoi, tu vois. Et donc on a fait, ça a marché fort aussi, mais je me suis senti un peu serré quoi. Donc là, l'idée, c'était de développer un peu la cuisine. On garde une identité, pas facile ça non plus, parce que Bagnard, qui est un mot, on n'en a pas parlé, mais évidemment, il y a la résonance et la consonance avec le pan Bagnat, mais voilà, ça représente quelque chose quand même, un Bagnard. Là, tu proposes un concept un peu plus élargi, plus cuisiné. On sort du pan Bagnat, on est en plus dans l'assiette, plus bistrot. Bah c'est ça, je me dis le côté street food c'est bien, mais il faut quand même que j'arrive à créer une autre entité de la marque, c'est-à-dire vraiment avoir deux facettes de la marque, une où ça cuisine plus, on va amener encore plus de gourmandise, une carte plus élaborée, et le côté street food qui va très bien dans le 35 mètres carrés. Et tu te dis pas que c'est risqué, tu te dis pas que tu vas diluer un truc, la marque, que les gens vont pas s'y repérer ou... Ben, tu vois, justement, là-bas, ils ont eu du mal à se repérer parce que c'était trop petit. Et là, j'ai compris assez rapidement, je suis resté juste 7 ans là-bas. Donc on a fait c'était super et tout, mais quand on en a ouvert après derrière aux Galeries Lafayette, et là j'avais compris qu'il fallait un truc vraiment massif quoi. Donc en mode brasserie. Parce que la surface ne convenait pas à cette cuisine-là. C'était trop petit. Parce que ça créait pas l'ambiance ou parce que ça ne débitait pas assez de volume? Ça débitait pas assez de volume. Ouais. On n'arrivait pas à suivre la demande en fait. Il y avait trop de gens qui voulaient venir manger, et puis nous on n'arrivait pas à suivre. On avait beau mettre des tables partout, dehors, dedans, truc. À un moment, bon, faut pas non plus que ce soit trop le bordel, quoi. Donc on a monté le plus gros et on a compris que maintenant, en fait, ces deux formats-là, t'as vraiment le comptoir ou la brasserie. Et la brasserie, tu retrouves tout ce que t'as dans le comptoir avec des plus. Il faut que tu nous racontes la suite, parce qu'on a l'impression que les idées viennent chez toi de manière assez spontanée, naturelle, et elles ont une souplesse aussi dans la manière dont tu vas entreprendre. Ok, Bagnard, on part du pan Bagnat, puis là finalement, il y a un lieu qui peut donner une autre idée, une autre ambiance, donc on va plutôt l'emmener vers le bistrot. On va se parler de pita aussi, forcément, des pains pita qui sont arrivés après et donc qui ont donné lieu à une autre entité. Ouais, complètement. Après, j'avais envie de faire de la pita parce que c'est un produit que j'adore. Et j'avais fait des émissions où justement j'allais voir quelqu'un qui faisait des pitas, qui produisait des pitas, et en fait je suis tombé amoureux de sa pita et je lui dis ouais, tu peux pas me l'envoyer à Paris? Il m'a dit mais carrément et tout. J'ai dit bon écoute, ok, c'est super. Donc on a monté un truc de pita. Oui, voilà. Ok. C'est très simple. Il y a des gens qui passent des mois ou des années à se dire est-ce que je vais me lancer à faire un truc. Mais elle est fluffy, elle est incroyable. Ah non, mais j'en doute pas, hein, mais bon. Ouais. Non, mais tu sais, des fois, c'est ce que je te dis, t'as l'opportunité, tu goûtes quelque chose qui te plaît et tu te dis, je veux le faire découvrir. Moi, c'est ça que je rapporte de mes voyages, tu vois, c'est de partager avec vous tous
ce que je vis à ce moment-là, tu vois. Quand je fais une brique à l'œuf à Bagnères, je suis allé faire l'émission en Tunisie et j'étais chez Morsen, le roi de briques, tu vois. Ça s'invente pas quand même comme nom. Le gars, il est à la Goulette, c'est là où est née ma grand-mère et mon grand-père. Et c'est le roi de briques, c'est-à-dire c'est le mec ne fait que des briques et il m'apprend à faire des briques, tu vois. Et moi, je le regarde faire et pour moi c'est un honneur et je me dis, bah moi je vais ramener ma vision de la brique à Paris, donc on va garder la même composition, mais je vais amener ma technique de cuisine française que j'ai eu la chance d'apprendre et donc lui il l'a cuit à l'horizontale, tu vois, bah nous on l'a cuit à la verticale parce qu'en fait bizarrement je trouve, enfin c'est pas bizarrement, c'est quand tu la cuis à la verticale, elle est beaucoup moins grasse. Tu vois, parce que l'huile ne rentre pas à l'intérieur. Donc, et en plus, ça lui donne une forme un peu d'aumônière, comme ça. Enfin, il y a un truc que je trouve très sexe, quoi. Je sais pas, tu vois, elle a fait couronne un peu et tout. Et surtout, elle est moins grasse. Et la sienne, quand tu la goûtes en Tunisie, t'es content qu'elle soit grasse. T'as cette vision-là, t'as envie d'avoir ça. Mais à Paris, je voulais pas amener la sienne, tu vois, parce que moi, je suis pas Morsen, le roi de briques, tu vois, je suis Saada. Et ça, typiquement, c'est un de nos produits best-sellers. Mais c'est juste, ouais, j'ai eu ça, je l'ai vécu, comment je le retranscris, dans ma vie avec vous au quotidien, ma vie parisienne, tu vois. Ce qui est intéressant, ce que tu dis là, c'est qu'on retrouve aussi ça dans beaucoup de discours d'entrepreneurs dans la restauration et la gastronomie. C'est qu'un concept qui est valable quelque part, une idée qui est valable quelque part, un produit qui cartonne quelque part n'est pas forcément transposable ailleurs et il faut toujours l'adapter ou réfléchir en tout cas s'il peut être adopté tel quel. Je suis d'accord. Il y a plein de gens qui ramènent des idées qu'ils retrouvent à New York, des trucs comme ça, tu vois. Et souvent, ça marche pas à Paris parce que déjà, on n'a pas le même palais, tu vois. Et on mange pas de la même manière. À New York, ils mangent quand même très sucré. Tu vois, à Tel Aviv, pareil, c'est le sucre, il est surdosé, tout ça et tout. Donc déjà, tu t'adresses pas à la même clientèle, donc tu peux pas. C'est dans ces tripes qu'on a l'entrepreneuriat. Si on fait ce métier-là et qu'on s'installe, c'est parce qu'on l'a vraiment en soi. C'est pas qu'une question de finance ou parce qu'au contraire s'installer ça te coupe quand même de beaucoup de liberté dans ta vie. Vraiment t'as beaucoup plus de responsabilités que quand t'es employé, donc si t'acceptes ça, c'est pour parler vraiment avec tes tripes, quoi. Ouais, donc il faut sentir un petit peu les choses aussi, réfléchir à ce que tu as envie de dire et à qui tu vas t'adresser. Et le dire avec sa personnalité. Moi, je trouve ça important. Je trouve que, tu vois, et de toute façon, en tout cas, moi, je sais pas vous, mais moi, je suis très sensible à ça. Quand je vais dans un endroit, je me dis, ah, le mec là, il est trop fort. C'est incroyable. Je peux même te dire, lui, c'est le patron, tu vois. Il vit son truc, quoi. Il vit son truc et la plus belle réussite d'un entrepreneur, ben, c'est que les gens comprennent ça. Il faut que tu nous dises un truc. Je regardais ce chrono qui nous indique 2 minutes 54. Tout ce que tu décris fait très envie parce que justement je pense que c'est le mot qui revient le plus, l'envie. C'est quelque chose dans ce que tu dis, j'ai eu envie de faire ça, j'ai envie de faire ça. Je me mets à la place des gens qui nous écoutent. L'envie souvent ça suffit pas. Et tu parlais de finances, justement, ça reste quand même et on sera pas contredit ici une clé hyper importante dans la construction des choses. Comment ça s'est bâti en résumé, sur qui tu as pu compter et sur qui tu t'es appuyé justement pour bâtir le groupe que tu diriges aujourd'hui? Moi je suis allé voir les banquiers, quoi. Et en fait, j'aurais fait comprendre qu'ils avaient pas trop le choix, que c'était sûr que ça allait marcher parce que l'idée, elle était profonde et qu'il fallait qu'ils goûtent, qu'ils viennent dans cet endroit. Tu vois, et en fait, je pense que quand tu crois vraiment en ce que tu vas faire, bah, tu peux le faire. Mais attention, hein, à chaque fois, je suis allé voir peut-être 15 banquiers, tu vois. Pas un, deux, je suis pas tombé le premier, tu te fais rembarrer, truc, t'en as qui limite sont contents de te rembarrer parce que ça leur donne un espèce de pouvoir et à un moment tu tombes sur quelqu'un qui a cette fibre là de se dire ouais, lui là il a un truc, quand il parle il va pas me planter, tu vois. Il va aller au bout de son concept, ça se voit, il en parle vraiment avec tellement de spontanéité, tellement d'envie, tellement de désir, tellement de, tu vois, donc j'essaie d'être rassurant en disant non mais
c'est sûr que ça va être fou. Quand j'ai monté Zaza, que je lui parlais de la pita, elle s'appelait Madame Bardu, c'est plus ma banquière maintenant parce que malheureusement c'est un milieu qui change énormément. C'est-à-dire les banquiers bougent maintenant alors qu'avant, moi ma première affaire, j'ai eu le même banquier pendant 10 ans. Ouais. Donc maintenant il bouge, mais Madame Bardu, je lui ai parlé de la pita, elle me dit non mais quand vous ouvrez, je vais venir, il faut que je goûte cette pita, tu vois. Et parce que je lui ai raconté l'histoire, comment je suis arrivé chez le gars, il faisait une chaleur folle parce que c'était en plein été, que les fours c'est 350 degrés pour cuire une pita, que j'étais en eau et que je les voyais, eux ils transpiraient pas une seconde, et quand il a sorti la pita de sa main, avec sa main, je l'ai touché, moi qui ai des mains de cuisinier, je me dis mais comment il fait pour te toucher cette pita qui est brûlante, mais malgré tout elle était tellement moelleuse, elle sentait tellement bon que je me suis senti obligé de la goûter très vite, et tu sais, c'est le moment où tu te brûles un peu le palais comme ça, mais t'as besoin, tu vois, c'est voilà, je lui ai raconté tout ça. Ça marche, hein? Ouais, je trouve que ça marche. Ouais, parce que ouais. Et mais tu vois, mais toi aussi, parce que la première fois que j'étais au téléphone, quand tu m'as dit viens parler cuisine avec moi, je me suis dit mais ce gars-là, je vais m'éclater là. Il a l'air génial. C'est gentil. Sur ton site, il y a écrit Saada, famille affaires. Ce sera ma dernière question. Ouais. C'est important. Pourquoi? Qu'est-ce que ça signifie et qu'est-ce que ça représente? Saada, famille et affaires, c'est une histoire d'hommes et de femmes qui vivent le même rêve, quelle que soit leur religion, quel que soit leur âge, quel que soit quelle que soit leur personnalité. Moi, on travaille tous ensemble pour donner du plaisir aux gens et essayer de temps en temps de les surprendre. Et donc, en fait, c'est une histoire de famille, tu vois. Alors, je fais pas mon Al Pacino à l'italienne, tu vois, mais je les considère tous vraiment comme ma famille, vraiment, et c'est important. Et d'ailleurs, je vais te dire quelque chose, des fois, je me trompe quand je prends quelqu'un et ils me disent « Ouais, chef, ça va pas le faire. » Ah ouais, pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a? Non, mais elle est adorable, elle est truc, il est comme ci, il est comme ça. Mais il peut pas, tu vois, c'est une histoire de famille, quoi. Il peut pas être avec nous, il va pas, il peut pas être dans la même barque que nous. Il est pas dans notre délire. Il y a une grille de valeurs. Ouais, il y a une grille de valeurs. Mais de toute façon, on est des gens de valeur, on est des gens droits, on est des gens honnêtes, on est des gens aimants et on est des gens avec une ouverture d'esprit très très grande, tu vois. Et je pense que c'est ce qui fait notre force, parce que je te dis, il n'y a pas d'histoire, ni de religion, ni de rien en fait chez nous. Et pourtant, tu vois, on est pratiquement tous méditerranéens, mais on vit ensemble et on s'éclate ensemble et on rigole et on partage ensemble, tu vois. Et on est là dans les bons et dans les mauvais moments et on se connaît tous, on connaît les familles, les trucs, tout quoi. Et la famille a grandi puisque c'est donc Bagnard, Zaza, Marius. Il y a pas mal d'endroits pour découvrir ta cuisine. Ouais. Merci Yoni. Merci à vous tous. Merci à vous. Une famille à faire. Voilà une belle manière de conclure, une belle manière finalement d'ouvrir l'histoire, de partager le parcours d'un chef qui a bâti autour de lui sa famille. Et moi, c'est une chose que j'aime chez Yoni, c'est qu'il recherche toujours le soleil. Ambitieux mais trop malin pour s'en approcher, il poursuit son ascension. Chaleureux aussi dans l'échange et le partage, soleil encore dans cette cuisine qui réunit, qui passe les frontières, qui ondule sur les rives et les flots de la Méditerranée. Ça fait du bien de voir qu'en certains endroits, chez certaines personnes, on se réjouit de nos différences et que les frontières ont disparu. Merci chef d'avoir ainsi raconté ton histoire et chers auditeurs, auditrices, je sais pas vous, mais moi je lui demanderais bien de revenir sur ce podcast pour prendre un peu plus de temps et raconter toute son histoire à lui. Yoni, Saada, c'est promis, bientôt on te retrouve donc ici. Merci à vous d'avoir écouté cet échange. Je rappelle qu'il a été enregistré au salon Foodorama, le salon dédié à l'entrepreneuriat food, lancé par Service Compris, la team de choc qui accompagne dans la France entière les porteurs de projets. J'ai déjà hâte de les retrouver pour la prochaine édition. En attendant, je vous l'avais dit, vous aurez droit à une deuxième diffusion, car lors de cet événement, j'ai aussi eu le plaisir d'échanger avec Apollonia Poilane. Et vendredi prochain, donc, vous pourrez écouter son histoire et celle de son aventure entrepreneuriale. Allez, je vous souhaite un bon week-end. Lundi, on se retrouve pour un nouvel épisode. D'ici là, profitez, faites le marché, cuisinez et parlez autour de vous de votre podcast préféré. Salut!